Sélectionner un CV, fixer un rendez-vous de recrutement et même mener des entretiens d'embauche, sur papier, l'intelligence artificielle peut tout faire, au point de ringardiser le recruteur humain. Mais qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui, on s'attaque à un terrain sensible dans ce podcast Face à l'IA, c'est le monde des ressources humaines. Que fait déjà vraiment l'intelligence artificielle ? Quels en sont les dangers ? Quel rôle restera-t-il pour l'humain ? Et surtout, qui gardera le contrôle ? On en parle sans filtre avec Vincenzo Carabs, qui est directeur de l'interim management chez Michael Page. Vincenzo, bonjour. Bonjour Christophe. Alors merci d'être là. On va attaquer directement sur ce sujet passionnant et un peu sensible, il faut le dire. C'est la première question que j'ai envie de vous poser, au fond, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup à tous les niveaux. Et dans le recrutement, certainement, ça fait déjà un petit temps qu'on évoque un certain nombre d'outils qui permettent quelque part de tout faire, à la limite de mener un process de recrutement de A à Z. Est-ce que c'est du fantasme ? Est-ce que ces outils sont là ? Alors, ils existent. Est-ce qu'ils sont utilisés ? Ça, c'est ma première question. Très bonne question. Je pense qu'en fait, c'est un peu des deux. Donc, c'est un fantasme dans le sens où je pense que ce qui est principalement utilisé, c'est des outils comme Copilot, ChatGPT, Perplexity. Okay. Donc, pour aider à la rédaction de CV, pour améliorer un CV, pour créer un CV qu'on va envoyer à un client, pour faire matcher peut-être un CV à une job desk pour que ce soit plus facile. Ouais. Mais pas beaucoup plus. Okay. Maintenant, tous les outils existent pour faire un recrutement de A à Z. Entre le CV qui est généré par ChatGPT, l'entretien peut être fait par HireVue ou MyInterview, les tests techniques pourraient être passés par Codility. Et en fait, ça pourrait donner un candidat apte ou pas apte. Okay. Est-ce qu'une société fait ça maintenant de A à Z ? Déjà, c'est interdit. L'IA Act n'accepte pas. Mais c'est possible. Donc, c'est possible de mettre 4 ou 5 IA qui se suivent avec un programme qui s'appelle N8N qui pourrait les faire parler entre elles. Okay. Donc, et en fait, on pourrait faire agent IA. Et donc, on aurait votre process pourrait se résumer à la fin à un QR code qui dit voilà, vous êtes onboardé dans telle société, quoi. D'accord. Et ça, c'est un fantasme, je pense. C'est un fantasme, ouais. J'espère qu'on n'ira pas vers là. C'est vrai ? Vous pensez ? Pourtant, tout pousse à y aller d'une certaine manière. Oui, je pense que ça pourrait faire gagner en profit à pas mal de structures. Maintenant, on va déshumaniser le recrutement. On va créer des sociétés sans âme, en fait, parce que l'ADN d'un recruteur ou d'un RH en interne, c'est justement d'avoir l'ADN de la boîte et de recruter les personnes en fonction du type de structure. On ne recrute pas la même personne pour une start-up que pour une multinationale. Mais ça, est-ce que ce ne sont pas des critères qui peuvent être mis dans une intelligence artificielle et qui peut justement sentir ces choses-là ? On dit quand même que l'IA va de plus en plus loin, et c'est vrai, on se sert parfois de l'IA pour des conseils plus psychologiques, entre guillemets. Oui. C'est un peu la thématique de la période, mais dans les ressources humaines, ça peut être le cas aussi ? Ça pourrait être le cas. Je pense que dans 5 ans, l'IA sera à un niveau d'automatisation qui est incroyable. Maintenant, vous le dites, ça va dépendre des données qu'on met dedans. Et les données qu'on met dedans, ça reste un humain qui va les mettre. Donc, quelles données va-t-il mettre ? Donc, on va créer des biais. Et donc, potentiellement, on va perdre des personnes qui pourraient être parfaites pour un job. Ouais. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que d'un côté, on a aussi tendance à dire que l'IA va pouvoir être plus analytique, va pouvoir être plus raisonnée sur du fait, de la data, etc., sans quelque part le jugement. Alors ça peut être une part de racisme, une part de sélection par rapport à la différence, etc. Tout ce qui est CV à l'aveugle, on en parle beaucoup, et on dit que quelque part l'IA va pouvoir se baser uniquement sur les compétences et voir si la personne est compétente pour un job, en enlevant le biais humain. Mais d'un autre côté, l'IA elle-même a un biais humain. Bien sûr. Donc on fait comment ? C'est une excellente question. Il va falloir poser cette question à un éthicien. Non, mais la question, c'est est-ce que du coup, qu'est-ce qui est mieux, quoi, quelque part, vous, votre point de vue de... Moi, je pense qu'on ne remplacera jamais l'émotion et le côté humain, c'est-à-dire rencontrer une personne, savoir quel a été son vécu
pourquoi elle est là aujourd'hui, pourquoi elle veut changer de carrière, pourquoi elle veut changer d'employeur. Ça, l'IA, je ne pense pas que l'IA pourra comprendre ça. Enfin, par exemple, il y a le cas de Larry Miller, on en parlait un peu avant. Larry Miller, juste pour situer ceux Larry Miller qui était l'ex-CEO de Nike. Ouais. Et donc Larry Miller a fait de la prison dans son jeune âge. Et en fait, il n'aurait jamais été sélectionné par une IA. Parce que l'IA aurait certainement vu que cette personne a fait de la prison et donc lui aurait pas donné accès à un poste à responsabilité, par exemple. Vous voyez, ça, c'est un biais c'est un biais humain, mais en fait, l'historique fait que les données auraient montré que cette personne n'était pas apte. Ouais, c'est ça. Or, les personnes changent, elles peuvent s'améliorer, elles peuvent s'adapter. Et l'IA, je ne pense pas qu'elle puisse comprendre ça. Dans quel domaine, du coup, vous pensez que l'IA aurait justement une vraie valeur ajoutée, sans trop de risques, etc. Est-ce que la pure sélection froide des premiers CV qui arrivent, on sait que des boîtes en reçoivent parfois, des grosses boîtes en reçoivent des dizaines, voire des centaines. Ouais. C'est difficile à gérer pour un humain, ou en tout cas c'est cher pour l'entreprise. C'est cher pour l'entreprise. C'est ça. Donc à quel niveau est-ce que c'est là que l'IA pourrait avoir un rôle ou une vraie valeur ajoutée sans trop de risques ? Sur le matching des candidats, donc je vais dire sur la première sélection basée sur la job description. Et je pense à moyen long terme sur la première interview. Donc c'est-à-dire par exemple un outil comme HireVue qui pourrait faire le premier screening et dire au recruteur, ben voilà, sur base de mon screening et que des données que tu m'as données, les 4 candidats idéaux, c'est ceux-là. Et donc le recruteur se basera que sur ces 4 candidats, mais il aura quand même une vue sur les 60 qu'on postulait. Ouais. Vous évoquez HireVue, juste pour un peu rentrer dans le détail de ce genre d'outil, qui est un outil hyper avancé. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Alors HireVue, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une interview en vidéo. Donc c'est un agent IA qui va vous poser des questions et en fonction de vos réponses, il va analyser le contenu, vos micro-expressions, comment vous avez répondu à la question. Et basé sur toute cette somme d'éléments... Il fait de l'analyse comportementale quelque part ou... Il va vers ça, en tout cas, il tend vers ça. Là, il est à un stade qui est déjà avancé, mais je pense que l'outil va se développer. Et donc oui, il fera de l'analyse comportementale, des micro-expressions. Peut-être même, il va pouvoir capter des émotions. C'est un outil qui se développe ultra vite. Et il y a un autre qui s'appelle MyInterview également, qui est utilisé et qui fait plus ou moins la même chose. Et qui fait sens, parce que là, on est vraiment dans ce que vous disiez précédemment, on est dans les valeurs, enfin ce qu'on pense être les valeurs humaines de détection, de compréhension de l'autre dans le cadre d'un entretien d'embauche. Si l'IA peut le faire, est-ce que... Je pense vraiment que l'IA va aider. Le juge devra rester l'humain, c'est-à-dire le recruteur. Ça veut dire, pardon, je vous sais pas bien comprendre, c'est-à-dire que cet entretien se fera avec un humain, mais qu'il y aura la petite caméra derrière et qu'HireVue fera l'assistant du RH. Je pense que dans un monde idéal, oui, mais je pense qu'on ne va pas aller vers ça. Je pense que les sociétés sont aussi attirées par le profit et peut-être que ne pas utiliser ce type d'outil va être un désavantage compétitif. Et donc, je pense que aussi l'appât du gain va faire que où les sociétés vont mettre le curseur. Est-ce qu'elles vont aller vers quelque chose qui est ultra automatisé ou, écoutez, premier screening fait par HireVue, donc c'est-à-dire qu'on a dégagé 25% du temps du recruteur et donc que le recruteur va pouvoir se concentrer sur autre chose. Si demain, enfin pour moi par exemple un outil qui est super, c'est un outil qui est belge en plus, c'est Lexi. Alors on en a déjà parlé pas mal ici. Lexi serait génial parce que vous avez une interview avec un financier, un production manager, et en fait vous lui posez des questions. Lexi peut enregistrer toute la conversation, vous en faire un résumé, mais en fait l'humain il peut se concentrer sur ce qui est dit et pas prendre des notes mais vous n'avez pas l'aide sur l'analyse comportementale, sur pas l'aide, et donc du coup ça reste le juge, reste l'humain. Et c'est pour ça que Lexi par exemple sera un super outil d'aide au recrutement. C'est ça.
quelque part, vous voyez parce que quelque part, vous me disiez aussi, les entreprises vont quand même faire la balance entre la productivité des équipes de recrutement et le côté humain, etc. Donc, votre vision, c'est quoi, vraiment? Alors, en tant que recruteur, j'espère qu'on va rester essentiel. Et je pense que le recruteur de demain, il sera multicasquette, en fait. Il sera coach, il sera psychologue, il sera artisan du lien, il sera capable de donner des conseils sur le marché, d'apporter du contenu. Et en fait, il sera plus humain que jamais, parce que s'il ne fait pas ça, il va être automatisé. Vous pensez, oui. Ces compétences vont devoir évoluer aussi, j'imagine. Bien sûr. Vous dites qu'il sera multicasquette. Aujourd'hui, toutes ces fonctions-là, toutes ces missions-là, on ne les lui demande pas. Ou pas vraiment. Alors je pense qu'il y a des recruteurs qui le font déjà, et après il y a des recruteurs qui font du CV shooting, mais ceux-là vont disparaître. En fait, on n'a pas besoin de CV shooter si on fait que du transactionnel. Donc on va aller vers, entre guillemets, une amélioration, une excellence en tout cas, tous les profils qui gagneront, qui resteront, devront tendre vers une valeur ajoutée, une excellence, aussi dans le recrutement. Sans aucun doute. Il faudra faire preuve de plus d'intelligence émotionnelle, intelligence situationnelle, savoir lire entre les lignes et surtout comprendre d'où vient la personne, parce qu'il y a toujours un lien avec le passé. Une question que je me pose quand même souvent, c'est et là j'imagine que l'humain pourrait jouer un rôle. Vous donniez l'exemple de Miller, donc améliorer l'inclusion ou la diversité dans les entreprises. Est-ce que ça peut passer par de l'intelligence artificielle? Ça va dépendre comment l'outil est paramétré. C'est vraiment, je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de prudence, parce qu'au niveau de GDPR, il y a déjà il y a un cadre. Et ensuite, encore une fois, l'outil il prend des données du passé. Donc, par exemple, il y a eu le cas d'Amazon qui a mis un outil en place et en fait, toutes les femmes n'étaient pas sélectionnées. Parce qu'en fait, pour cette position, par le passé, il y a eu majoritairement des hommes. Pareil, ici, c'est difficile de répondre à votre question. Il faudra auditer l'outil, savoir qu'est-ce qui est mis dedans et comment les datas sont utilisées. Donc, est-ce que ça va amener plus d'inclusion? Ça dépendra qui va paramétrer l'outil. C'est ça, ce qui ne doit pas être simple non plus, enfin vous allez me le dire, c'est que quelque part, si la machine intervient de plus en plus dans le choix du CV, dans le choix du candidat. Alors, je sais, les recruteurs vont me dire, vous allez certainement me le dire, que mais c'est pas la machine qui décide, etc. Mais enfin, elle va quand même donner une indication. Et j'imagine que la tendance du recruteur sera de suivre cette analyse, on va dire une analyse froide des CV. Comment est-ce qu'on explique à quelqu'un qui n'est pas retenu, qu'il a été écarté par des algorithmes, est-ce qu'on le lui dit? Est-ce que ça fait partie de la transparence qu'il faut avoir vis-à-vis des candidats? Ah oui, c'était la question vache de la journée. Excellente question. ou bien voilà, on yaourt quelque part et on ne le lui dit pas. Je pense qu'il faudrait être transparent avec le candidat. Il faudra lui dire, voilà, on a un outil interne qui est dédié, enfin qui est une IA, et on a mis telle compétence, on a paramétré l'outil avec, voilà, il faut un tel niveau d'anglais, il faut avoir des compétences dans tel donc en finance, il faut avoir X années d'expérience. Mais en fait, l'outil montre que vous ne les avez pas, et donc je suis désolé, mais vous n'avez pas été sélectionné. Je pense que ça n'a pas changé beaucoup de ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire donner un feedback au candidat en disant, écoutez, le client nous donne un feedback qui est négatif, voici les points pour lesquels vous n'êtes pas sélectionné. C'est ça. L'IA devient votre client quelque part. L'IA devient un peu notre client. C'est ça, c'est triste. Vous disiez, il faudra, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine que vous utilisez ce genre d'outils aujourd'hui. Non, on n'utilise pas pratiquement pas en fait. On a un outil en interne qui nous permet de coder les candidats et de les retrouver plus facilement. Mais en fait, c'est un travail qui est fait par l'humain. Donc, c'est un travail de coding, c'est un travail de calling, c'est-à-dire qu'on appelle nos candidats, on sait où ils en sont, ce qu'ils font, et en fait, ils sont entrés dans notre base de données.
Et donc, on peut les retrouver plus facilement. On fait des call lists, etc. Et on utilise Copilot en interne déjà pour une protection des données. C'est-à-dire que les données restent chez Michael Page. Elles sont pas mises sur ChatGPT parce que évidemment on peut pas faire ça. C'est pas autorisé. Et donc on utilise Copilot. On utilise un outil en interne pour coder les candidats. Outre ça, il y a pas. C'est beaucoup de fantaisie pour le moment au niveau de l'IA. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord qu'à un moment donné, ces outils vont être généralisés malgré tout. Hein, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas, les entreprises et dans les équipes de recrutement, on va aller de plus en plus vers ça, avec quelques humains, peut-être moins d'humains. Est-ce que ça veut dire que tous ces gens qui travaillent aujourd'hui dans le recrutement, alors toujours la grande question de est-ce qu'ils vont perdre leur boulot ou pas, mais est-ce que ce sont des personnes qu'on pourrait réaffecter, tout en étant réaliste, réaffecter à des tâches de plus de gestion des ressources humaines, c'est-à-dire toutes les étapes une fois que les personnes sont engagées, où là peut-être que l'humain restera important dans la gestion de l'humain au sein des entreprises. Ou bien là aussi, dans ce qui est plus RH au quotidien, on a des outils, on voit que ça se développe aussi. Je pense si on met les outils IA en place et qu'on les utilise correctement, ça va passer par moins d'humains qui travaillent. Là, vous parlez de recrutement ? Je parle de recrutement, je parle en général. La gestion des ressources humaines aussi. Je pense qu'on est vraiment dans les deux mondes. C'est pas très optimiste, ça. C'est pas super optimiste, mais en même temps, c'est assez factuel. On le voit déjà dans pas mal de sociétés. BNP Paribas, c'était dans la presse récemment. C'est 280 personnes en moins. Je pense que ça continue. Après, il y en a beaucoup qui vont se cacher derrière. On a mis un outil IA en place et on doit licencier des personnes. Après, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné ? Vous voyez, c'est une grande question qu'on me pose. Ok, l'IA va améliorer la qualité du travail et donc on va pouvoir se concentrer parce que ça va libérer du temps. Mais vous y croyez pas ? Je pense que à vous entendre. Ça va libérer du temps et donc ça va pouvoir, par exemple dans le recrutement, ça va pouvoir améliorer une écoute active, développer des compétences, bien prendre soin de passer du temps avec le candidat pour être sûr de rien rater. Pareil avec le client. Mais il y a des opérateurs téléphoniques ou par exemple de customer care. Bien sûr. Ça va être remplacé par un chatbot ou par exemple, je pense qu'il y a là on voyait un des articles récemment aussi dans le Trends qui disait qu'un des premiers jobs qui pourrait disparaître, c'est tout ce qui est corporate law. Parce qu'en fait, toutes les infos sont données par la société à un outil interne et donc le job pourrait disparaître. Ça pourra pas passer par plus d'humains ou plus d'écoute. C'est factuel. Pour terminer, une petite note optimiste. Comment est-ce que vous voyez, s'il y en a une note optimiste évidemment, comment est-ce que vous voyez la fonction RH dans 5 à 10 ans ? Il y a de l'optimisme. Je pense que la fonction RH, elle va se développer, elle va s'améliorer et elle va être data-driven. Donc, c'est pas le cas aujourd'hui ? C'est pas assez data-driven ? C'est data-driven, mais là, on va aller vraiment dans un niveau très poussé. Donc, on pourra avoir du temps réel presque, à la journée, à l'heure. Alors, j'espère que ce ne sera pas que pour du contrôle, mais pour améliorer la qualité de vie des personnes également. Mais je pense que les RH seront ultra humaines, c'est-à-dire il faudra avoir plusieurs casquettes. Je le disais un peu avant dans la conversation, plus d'intelligence émotionnelle, plus d'intelligence situationnelle, être coach, psychologue, avoir une meilleure communication. Et en fait, on va un peu éliminer les RH qui faisaient un travail 9 to 5 vers un travail vraiment ultra qualitatif avec l'humain au centre. Ce qui devrait être le cas. Mais ça, c'est le RH de rêve qu'on pourrait déjà avoir aujourd'hui, en réalité. Oui. C'est-à-dire que, bon, là, vous dites ça parce qu'il y a les algorithmes et les intelligences artificielles, mais qu'est-ce qui empêchait, je veux dire, d'avoir déjà cette manière d'être du RH dans les entreprises ? Rien.
Parce qu'en fait, il y a tellement de choses. Donc, par exemple, un RH en interne, pour le moment, on lui demande tellement de choses. Il ne fait pas que du recrutement, le RH en interne. Il ne fait pas que rencontrer des personnes. Il doit s'occuper de l'onboarding, il doit s'occuper des petits problèmes admin, il doit s'occuper des problématiques avec les personnes sur le terrain. Donc, en fait, il est déjà multicasquette. Mais si on lui enlève déjà juste la partie admin, mais il va pouvoir se concentrer vraiment sur les personnes. Et ça, ce sera un gain de temps incroyable. Ok, intéressant. En tout cas, j'espère découvrir ce RH de rêve d'ici peu de temps. On en reparle dans 5 ans. Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Merci Christophe. Pour votre temps. Donc, je rappelle que vous êtes directeur intérim management chez Michael Page. Merci pour votre temps. Merci beaucoup Christophe.